Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans l'émission L'Entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense français. Pierre Conesa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et je suis très content de vous recevoir parce qu'on vous a beaucoup vu dans les plateaux de télévision après tragiques événements, les attentats survenus surtout après en 2015. Et on a voulu un petit peu avoir aujourd'hui votre analyse avec, il est vrai, un petit peu plus de recul, mais moi je pense qu'on n'en a pas tant que ça, mais on commence à un peu plus intellectualiser un peu ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ces tragiques événements. Alors, première question que je voudrais vous poser, Pierre Conesa, comment définissez-vous le radicalisme ? La définition qu'en donne le sociologue me paraît être la plus claire, c'est-à-dire toute idéologie qui légitime ou permet le passage à l'acte violent. C'est ça le processus de la radicalisation. C'est-à-dire ce n'est pas une simple posture intellectuelle, c'est une légitimation de l'usage de la violence dans le rapport aux autres et évidemment ensuite le passage à l'acte. Donc il n'y a pas là a priori de raison religieuse dans cette définition. Pas. Absolument pas. Aux États-Unis, vous avez effectivement le premier attentat de masse, celui d'Oklahoma City, était effectivement un attentat issu de ces milieux qu'on appelle suprématistes américains, c'est-à-dire ceux qui pensent que c'est la suprématie de la race blanche qui doit effectivement prévaloir aux États-Unis. Donc le radicalisme aujourd'hui, radicalisme religieux, touche toutes les religions aujourd'hui, toutes, sans exception. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez tout aussi bien un radicalisme juif dans les territoires occupés, vous avez un radicalisme chez les protestants avec les néo-évangélistes américains, vous avez un radicalisme bouddhiste au Myanmar, vous avez un radicalisme hindou en Inde avec le triomphe du BJP. Donc si vous voulez, cette évolution générale est à remettre dans tout son contexte, parce qu'évidemment, on est dans des situations particulièrement préoccupantes pour des gens qui aiment la tolérance, quoi. Mais alors, est-ce que c'est aujourd'hui, on peut le dire, un radicalisme qui touche presque tout le monde, même les non-religieux ? Oui, de toute façon, on est obligé de se positionner vis-à-vis de cette question-là. C'est-à-dire que dans toute société, en particulier dans les sociétés démocratiques, il est évident que la montée d'un radicalisme est une espèce de, de perversion du système politique, puisque on va prôner des solutions de rupture. D'abord, il y a un fonctionnement en miroir, c'est-à-dire qu'effectivement, le radicalisme d'un côté crée un radicalisme de l'autre côté qui, évidemment, trouve sa légitimité dans l'idée que nous sommes agressés. Chacun tient le discours de l'agression. Je n'ai plus d'autre solution que de me radicaliser moi-même. Et et puis de la victimisation, c'est-à-dire je suis victime. Donc ce phénomène est un phénomène en miroir, qui est vrai dans toutes les sociétés pratiquement. Et donc, effectivement, il y a de quoi se préoccuper, y compris du radicalisme sur le plan politique. Est-ce qu'on peut parler de radicalisme, par exemple, aujourd'hui, pour expliquer le fait que l'extrême droite n'a jamais été aussi haut en France ? Oui, mais si vous voulez, aussi bien en France qu'aux États-Unis, si vous voulez, cette radicalisation s'explique pour des facteurs beaucoup plus larges que le facteur religieux. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, que le vote du Brexit est une forme de discontestation contre la mondialisation dans ses effets touchant les classes populaires et les classes moyennes. Vous avez le même phénomène en France, c'est-à-dire que le discours de Mme Le Pen, c'est pas simplement la sécurité, c'est aussi la fin de l'Europe. Et Trump, évidemment, c'était la fin de la mondialisation. Donc on est, si vous voulez, sur une espèce de radicalisme qui prend des formes politiques assez différentes, mais qui a des racines qui ne sont pas que religieuses. Alors, parlons un petit peu justement du radicalisme religieux. Est-ce que... on a l'impression que cette question, ou l'intérêt pour cette question est apparu en France très récemment. Or, je pense qu'il est un peu ou bien naïf, ou bien, enfin, on n'a pas voulu regarder les choses telles qu'elles étaient, de croire que des radicaux, ça naît très vite, en 15 jours, et ne pas comprendre qu'il s'est peut-être passé des choses dans la société française, de manière, qui a fait que, en fait, ces attentats-là, et cette expression très violente du radicalisme n'est que le fruit de tout ce qui n'a pas été regardé comme il aurait fallu qu'il soit regardé sur peut-être, je ne sais pas, les 10 années, 20 années, 30 dernières années. Je crois qu'effectivement, en tout cas dans le cas de la société française, qui est évidemment celle que je connais le mieux, si vous voulez, en décembre ou janvier 2015, on connaît tout à coup un changement de posture. Si vous voulez, jusque-là, on posait la question de l'islam de France. C'est-à-dire, rappelez-vous, toutes ces questions sur la création du CFCM. Donc ça, c'est sous Sarkozy.
Pratiquement, non, y compris sous Hollande, c'est-à-dire jusqu'à 2015. Hein, on parle de l'islam de France et on inclut, si vous voulez, dans cet islam de France, des termes qui sont des termes génériques qui s'appelaient les musulmans radicaux, l'islam intégriste, etc. Bon. En fait, ce débat était un débat d'arrière-garde, c'est-à-dire que la France se disait protégée par la loi de 1905. Donc c'était une espèce d'attitude d'intransigeance en disant on ne peut pas aménager. En fait, ce que les attentats ont brutalement révélé, c'est que, en fait, il y avait deux questions. Il y avait un islam de France qui est en cours d'intégration, dont le CFCM s'occupe, en créant une commission théologique, etc. Et par contre, les attentats devenaient le fait qualifié d'origine salafiste. Et à partir de ce moment-là, on commence à déconnecter la question de l'islam de France de la question du salafisme. C'est-à-dire que le discours politique devient beaucoup plus clair d'un seul coup. Bon. Vous voulez dire qu'à partir de 2015, c'est ça? Oui, de janvier 2015. Janvier 2015, ouais. Il y a une double attention, il y a un islam de France qu'on continuerait d'intégrer et on regarde le salafisme autrement. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, à partir de janvier 2015, on s'aperçoit qu'un certain nombre de problèmes urgents méritaient d'être réglés de manière très souple. Un exemple classique, c'était les aumôniers en prison, les aumôniers musulmans en prison, par exemple. La fonction était assumée par des retraités, qui étaient souvent des gens, si vous voulez, qui avaient connu des vies d'ouvriers, donc qui avaient de petites retraites, et qui donnaient du temps, si vous voulez, pour venir, par exemple, guider la prière du vendredi. Donc, on était sur quelque chose, alors que tout le monde disait qu'il y avait une radicalisation en prison, la République avait failli à sa mission, qui était de se saisir de la question, d'apporter un certain nombre de réponses tout à fait légitimes, etc. Bon, donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, tout à coup, on découvre qu'il y a des urgences qui n'ont jamais été traitées, qu'il fallait le faire. Et donc cette radicalisation est un phénomène de radicalisation antérieur à cette question. Simplement, ce qui différenciait, si vous voulez, le débat sur la question de l'islam de France et la question des salafistes, c'est que l'islam de France demandait un statut pour lequel il était relativement facile d'apporter un certain nombre de réponses, mais que par contre les salafistes étaient dans une posture de nature politico-religieuse, c'est-à-dire la revendication de modification de la loi républicaine était toujours axée sur une question d'avancée, si vous, de présentation en première ligne de la règle chariatique, si vous voulez, en disant nous on peut pas adopter la loi de la République parce que notre religion impose que. Bon. Donc on a eu des processus, si vous voulez, sur lesquels on ne s'est pas assez interrogé parce qu'on les a mélangés avec des questions d'aménagement raisonnable. Je vous prends un exemple, c'était par exemple l'histoire de la piscine de Lille, par exemple. C'était une question qui au départ était assez simple. La maire de Lille avait décidé de donner des heures de piscine pour des femmes qui ne voulaient pas être embêtées par des hommes, etc. Donc il y a eu des heures de piscine. Ouais. Comme la piscine était dans la banlieue sud de Lille, donc si vous voulez, des femmes se sont inscrites, y compris des femmes musulmanes, qui au bout d'un certain temps ont demandé qu'on obture, si vous voulez, les baies vitrées qu'il y a autour de toutes les piscines pour pas qu'on les voit de l'extérieur. Après, ils ont demandé que tout le personnel à ces heures-là soit des femmes, etc., etc. Donc, si vous voulez, à chaque fois, si vous voulez, ce qui était au départ une espèce d'adaptation, a eu une espèce de progression qui visait à ghettoiser, si vous voulez. Et vous pensez que ça, c'est un processus de radicalisation? Oui, c'est un processus politico-religieux, parce que, si vous voulez, c'est pas on s'adapte à la loi républicaine. On transforme la loi républicaine en expliquant que la religion impose que la loi républicaine se transforme. Et à la fin, effectivement, ils ont demandé des heures qui leur étaient réservées. Donc, on est sur des situations qui étaient au départ des situations qu'on n'a pas voulu analyser comme un phénomène de radicalisation. Et ce phénomène de radicalisation, tout à coup, il est devenu beaucoup plus clair, si vous voulez, au moment des attentats. On avait déjà eu quand même avant Mera, etc., mais on ne les avait pas mis dans une espèce de continuum intellectuel et sociologique. Mais alors, est-ce que forcément, on met dans le même panier radicalisation et acte terroriste? Oui, parce que la radicalisation, si vous voulez, encore une fois, est une légitimité de l'acte terroriste. C'est-à-dire expliquer que si l'autre ne veut pas céder, à ce moment-là, seul le recours à la violence est possible. Donc, c'est ça la définition sociologique, encore une fois, quelle que soit la religion. Hein. C'est-à-dire que, je vous dis, Timothy McVeigh, c'était la contestation de l'État fédéral américain à Oklahoma City, mais parce qu'il expliquait qu'on portait atteinte à la religion, on portait atteinte aux droits des Blancs, etc. Ouais. Donc on est sur des processus, encore une fois, qui trouvent leur origine dans la légitimation religieuse. On a le même problème avec les territoires occupés, où si vous voulez, les colons qui sont aujourd'hui les colons sont principalement des radicaux, qui à chaque fois expliquent que c'est le grand Israël, promis par Dieu, et donc que les Palestiniens, etc., etc. Donc on a une légitimation religieuse d'une violence, et c'est le même phénomène qu'on a aujourd'hui avec le salafisme. Alors, comment enfin, à votre avis, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Parce que comment on se retrouve, on se réveille un matin, et puis de jeunes gens qui sont nés en France, ou qui ont grandi en France, qui ont connu les écoles de la République, et bien tout d'un coup, se transforment en bombes humaines?
Je crois que la question que vous posez est effectivement une question très très large hein, concernant l'évolution de notre société, son identité. D'abord, effectivement, il y a une crise économique lancinante, c'est-à-dire qu'on est parfois dans certaines familles de la deuxième ou troisième génération de chômeurs, si vous voulez quand même. Ça veut dire que c'est fait une déshérence sociale très très grave. Donc ça, il y a un phénomène. Ensuite, il y a un deuxième phénomène qui touche justement une grande partie des communautés musulmanes, c'est le fait que du père absent. Alors que traditionnellement, la famille était au contraire une espèce d'encadrement, si vous voulez, très important. On a beaucoup de phénomènes, si vous voulez, de pères abandonnés. C'est le cas de Nemouche, c'est le cas des frères Kouachi, etc. Troisième chose, effectivement, on a une espèce de... Comment dire, ce qui frappe, si vous voulez, dans la sociologie de la radicalisation, et notamment du passage à l'acte ou des départs en Syrie, c'est qu'en fait, on a une structure très composite. On a à la fois des jeunes gens, effectivement, qui sont dans des cursus de rupture, multirécidivistes, prison, etc., bon, et qui tout à coup se voient offrir une espèce d'issue. Mais on en a beaucoup comme ça. On en a beaucoup, mais c'est une des sources. On a aussi, si vous voulez, des jeunes gens de classe moyenne qui se convertissent, mais qui se convertissent tout de suite à un islam radical. Donc on a aussi quelque chose qui est une contestation des règles de fonctionnement de notre société, de la manière dont ces jeunes gens la voient. Ça touche d'ailleurs des milieux parfois catholiques traditionnels, parfois des milieux juifs également. Bon. Et puis évidemment, il y a ce phénomène des femmes. C'est-à-dire que la génération, les filles de la génération du MLF, si vous voulez, vont éventuellement fournir des contingents qui vont partir en Syrie. Donc il y a un phénomène, si vous voulez, qu'il faut prendre comme une totalité, en se posant la question de tout ce qui a pu motiver ces ruptures avec notre société. Et ça, c'est un processus politique, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir tous les sujets en même temps. Bon. Et puis, évidemment, il y a une autre question qui, à mon avis, explique une grande partie de la sensibilité au discours de Daesh. Moi, j'ai fini une étude sur la communication francophone de Daesh. Si vous voulez, la communication francophone, parce que Daesh communique en 11 langues. Et si Daesh communique en 11 langues, c'est que sa cible n'est pas une espèce de Houma mythique en anglais comme le faisait Al-Qaïda, mais ce sont des communautés expatriées de jeunes qui sont effectivement dans des sociétés, qui sont la société russe, la société française, allemande, anglaise, etc. Et si vous voulez, ce discours, il est intéressant parce que c'est ce qui va faire vibrer chez un jeune dont vous avez dessiné le profil. C'est-à-dire qu'est-ce qui tout à coup va expliquer qu'on puisse trouver dans cette société une espèce de satisfaction qui va faire basculer dans la radicalisation. Et Daesh tient un discours révolutionnaire. C'est-à-dire, nous, on vous promet une société juste, égalitaire, non corrompue, dans laquelle vous aurez votre place, etc. Donc, tout à coup, par rapport à une société qui leur a refusé une place assez digne, vous avez tout à coup une issue révolutionnaire, qui est le basculement. Mais révolutionnaire, vous dites, Pierre Coleza, mais suicidaire. Oui, c'est mais le en même suicide temps, au bout. Oui, mais en même temps, si vous voulez, elle est révolutionnaire par son contenu. C'est-à-dire qu'elle dit, voilà, enfin, venez. D'abord, évidemment, le génie de al-Baghdadi, c'est d'avoir dit, venez, parce que nous avons un territoire, donc vous pouvez faire la hijra, vous pouvez revenir en tant que musulman vivre ici. Et deuxième chose, évidemment, un discours religieux qui explique que la victoire est au bout du compte, si vous voulez, même s'il y aura des retours, etc. Donc, la légitimation religieuse millénariste est toujours l'idée que, de toute façon, on va avoir à la fin la victoire finale. Bon. Donc, bien sûr qu'elle est suicidaire, bien sûr, mais en même temps, il faut s'expliquer pourquoi elle est si populaire. Vous ne pensez pas, Pierre Coleza, que... Alors, vous parliez tout à l'heure de 1905, et très souvent, on s'est contenté de dire, oui, mais il y a la laïcité, il y a la loi de 1905. Et puis c'est tout. Oui, c'est vrai. Et puis c'est tout. On ne sait pas comment, on ne sait pas quoi, on ne sait pas... Il n'y a pas de vrai projet, c'est juste un mot, laïcité. C'est vrai, il y a une double faillite, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un quotidien qu'on vous propose d'un côté, et il y a un mot qu'on vous propose de l'autre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une incompréhension sur la notion de laïcité. C'est-à-dire, le rapport entre la société occidentale et la société arabo-musulmane est plein de termes à double sens. Bon, le terme de laïcité, pour nous, c'est le droit de toute religion à vivre tranquillement dans le cadre de la République. Pour beaucoup de musulmans, c'était une loi anti-musulmane, ou c'était une pratique de la République anti-musulmane. Si vous prenez le terme de croisade dans la bouche de George Bush, si vous voulez, c'est un terme positif. Si vous le prenez dans la tête d'un musulman, c'est évidemment une agression impérialiste. Si vous prenez le terme de djihad dans la tête d'un musulman qui s'estime un bon croyant, c'est une discipline personnelle, et pour des occidentaux, c'est une guerre d'agression. Bon. Donc vous avez tous ces termes qui sont des termes ambigus, la laïcité en fait partie. Et donc c'est vrai que pendant toute une époque, la question de l'islam de France, question tout à fait politique et philosophique, pouvait être réglée, et il y a eu des propositions qui étaient tout à fait acceptables. Par exemple, Mohamed Harkoun, qui était professeur au Collège de France, donc ce n'était pas un individu ni qui était négligé par cette société, ni qui effectivement n'avait pas accès aux médias, aux politiques, etc. Il avait demandé dans les années
90, je crois, la création d'une faculté de théologie musulmane en France. Bon, alors vous imaginez la réaction, l'université, comment nous, la faculté de théologie, à ma question, les syndicats universitaires, bon. Il avait tout monté, c'est-à-dire qu'il était allé en Alsace pour se mettre dans le cadre du Concordat. L'université de Strasbourg avait accepté dans la formation des pasteurs, dont elle a la charge, de prendre également en charge la formation des imams, etc. Et donc, pourquoi? Son raisonnement était assez simple. Il consistait à dire, aujourd'hui, un théologien moderniste ne peut travailler que dans une démocratie. Je ne peux pas aller à Médine et je ne peux pas aller à Al-Azhar. En gros, il disait ça, il ne le disait jamais aussi clairement, mais en gros, on comprenait. Ouais. Et au lieu de répondre, si vous voulez, à cette demande, qui était encore une fois une demande extrêmement importante politiquement, si vous voulez, son rendez-vous avec Jospin a été annulé par un conseiller qui a dû probablement expliquer au Premier ministre qu'on approchait des élections. Et puis vous savez, en démocratie, il y a toujours des élections à l'horizon, hein, donc que c'était pas prudent, c'était pas le bon moment. Ouais. C'était une opportunité historique ratée. Formidable. Autre exemple, là, on est en quelle année, pardon? Écoutez, Jospin, donc je me souviens plus, qu'est-ce qu'il fait au Jospin? Il fait 95. Dans les années 90, là. Oui, les années 90. Voilà. Bon. D'accord. Autre exemple, si vous voulez, dans les années 90 aussi, il y a un livre qui sort qui s'appelle Les territoires perdus de la République, qui est un livre fait par des enseignants qui se plaignent de la montée de radicalisme de différentes sortes dans l'école, qui leur rendent difficile l'enseignement de la biologie, de l'histoire, etc. Et ils constataient qu'il y avait tout à la fois une montée du radicalisme juif, une montée des sectes, des témoins de Jéhovah, une montée de l'islam radical, etc. Et ils en appellent un journaliste qui fait ce bouquin, et en posant une question de fond. Donc le ministre de l'Éducation nationale de l'époque mandate un inspecteur général qui s'appelle Aubin pour faire un rapport sur le sujet. Et Aubin dit oui, effectivement, les profs sont face à un problème sociologique qu'ils ne sont pas préparés à affronter, donc il faut les aider à parler parce qu'ils se plaignaient du fait d'avoir été laissés seuls par la hiérarchie, en leur disant en gros vous gérez comme vous pouvez. Donc Aubin conclut qu'il faut poser la question. Qu'il faut effectivement que le ministère de l'Éducation nationale se saisisse de la question, qu'elle en parle avec les enseignants, avec la hiérarchie de l'Éducation nationale, etc. Mais le temps que le rapport sorte, on vote la loi sur les signes religieux dans l'espace public, et donc on dit c'est fini, le problème est réglé, on arrête d'en parler. Vous voyez l'absence de visibilité ou l'absence de clairvoyance politique. Donc, comme si une loi réglait un problème. Oui, en considérant que la loi suffisait, si vous voulez, qu'on ne vous bougerait pas, on l'avait trouvé des adaptations à la loi de 1905, c'était fini. Donc vous voyez, ça, ce sont des épisodes bien antérieurs aux actes terroristes, et donc qui auraient normalement, dans une démocratie, dû donner lieu à des discussions et éventuellement à des ouvertures de portes. Donc, si vous voulez, on est dans cette situation où, finalement, au bout du compte, on accepte un certain nombre d'aménagements, mais avec beaucoup de viscosité, si vous voulez, par rapport à la loi de 1905. Par contre, il y a aussi un autre aspect qui, lui, alors renvoie à tous les intellectuels du monde arabo-musulman, c'est-à-dire pourquoi y a-t-il eu cette salafisation de l'islam? Ça, c'est une autre question. Quelle est leur réponse? Quelle est la vôtre? Moi, j'ai essayé d'en apporter une. Maintenant, je ne suis pas un prophète. Moi, la mienne, si vous permettez, Pierre, c'est que c'est peut-être une réponse aussi à l'émergence d'un Iran chiite fort qui avait des visées à l'international, qui voulait ramener autour de lui un petit peu tous les sympathisants d'une cause islamique mondiale, et que de l'autre côté, l'Arabie Saoudite ne pouvait pas rester à regarder cela tranquillement. Moi, je fais remonter la chose plus tôt, si vous voulez. C'est-à-dire que la constitution du Royaume d'Arabie Saoudite, d'abord, il faut bien se rendre compte que c'est une double légitimité qui s'installe. Il y a évidemment la dynastie des Saouds, qui vont exercer le pouvoir politique, mais vous avez la dynastie des Al-Sher, c'est-à-dire les descendants d'Abdel Wahab, qui vont partager le pouvoir. Le grand moufti, il contrôle l'éducation, les tribunaux, les bibliothèques, le droit des femmes, etc. Donc c'est pas simplement un conseil religieux, c'est beaucoup plus large que ça. Et si vous voulez, dès la constitution du Royaume, en 1932, le Royaume inscrit dans sa constitution que le salafisme est la religion officielle de l'Arabie Saoudite. Il ne parle pas de wahhabisme. Wahhabisme, c'est un terme qu'on a inventé nous. Parce que pour les salafistes, se référer à Abdel Wahab signifierait qu'on valorise, si vous voulez, un intermédiaire entre Dieu et la pratique religieuse, qui est incompatible avec la philosophie salafiste. Et si vous voulez, donc cette intention est affichée dès le départ, mais à l'époque, l'Arabie Saoudite est un nain géopolitique. Les grandes étapes, si vous voulez, de la poussée du salafisme, ça va d'abord être Nasser, parce que Nasser est le grand leader du monde arabe, d'un immense prestige du socialisme arabe, etc. Qui va créer, qui va, si vous voulez, parler du panarabisme. Panarabisme, absolument. Il va utiliser la Ligue arabe pour effectivement propager sa vision du monde. Et puis, évidemment, il va se servir de l'université Al-Azhar pour mettre en place un islam, si vous voulez, qui appuie son discours politique.
comme il a effectivement une très grande verve critique contre les pays du Golfe, si vous voulez, l'Arabie Saoudite va répliquer au dispositif nassérien en inventant la Ligue islamique mondiale pour répliquer à la Ligue arabe, d'inventer l'université de Médine pour répliquer à l'université de Al-Azhar, et surtout parler du pan-islamisme pour répliquer au panarabisme. Alors à l'époque, effectivement, les Occidentaux, si vous voulez, sont dans cette espèce de myopie stratégique formidable, puisqu'ils considèrent que l'ennemi c'est Nasser. On s'est intéressé davantage à Nasser en 1956. On considère effectivement qu'il est l'ennemi principal, le débarquement, l'affaire de Suez. Oui, on est comment dire, on est à la guerre froide. C'est-à-dire que celui qui n'obéit pas, et c'est donc qu'il est de l'autre côté. Donc on diabolise Nasser, hein, rappelez-vous. Le barrage d'Assouan, c'est parce que les Américains refusent qu'il va voir les Russes, etc. Bon. Et on a une espèce de myopie stratégique, puisqu'on considère effectivement que c'est Nasser la menace, alors qu'effectivement, on verra à terme qu'on s'est complètement trompé. Donc, si vous voulez, ça, c'est la mise en place du système diplomatique saoudien, c'est-à-dire répliquer au nasserisme. Et une grande partie des cadres qui sont aujourd'hui, si vous voulez, dans toute l'Afrique subsaharienne, qui représentent la communauté musulmane, sont tous des anciens de l'université de Médine, c'est-à-dire que c'est un processus de long terme qui a amené des cadres en formation à Médine qu'on retrouve aujourd'hui dans les pays d'Afrique subsaharienne. Donc, la deuxième étape importante, évidemment, c'est 67 d'abord, parce que le Nasser est complètement comment dire, ridiculisé par la défaite de la guerre des 6 jours, et puis ensuite 73, surtout, parce que là, 73, la hausse des prix du pétrole fait que l'Arabie Saoudite dispose de moyens absolument gigantesques. Mais la deuxième année stratégique pour l'Arabie Saoudite, c'est 79, alors dans lequel vous avez en février, effectivement, ce que vous disiez, c'est-à-dire la révolution iranienne. Pour la première fois, les chiites, si vous voulez, apparaissent comme communauté. Parce que là, alors, avec Nasser, c'est vrai, c'est une rivalité un peu de socialistes et de religieux, mais là, on a deux courants religieux. Là, on a deux courants religieux. Et si vous voulez, d'abord, donc février, c'est cette révolution islamique, dans laquelle, effectivement, vous avez d'abord un leader charismatique qui est Khomeini, quand même, qui a une biographie très étonnante, qui va afficher le chiisme comme conception révolutionnaire de l'islam, et puis qui, évidemment, prend la tête du grand fait géopolitique de la région, qui est l'Iran. Bon, le Shah d'Iran, lui, le chiisme, c'était pas sa tasse de thé. Deuxième épisode, toujours en 79, c'est l'occupation de la Grande Mosquée par des radicaux saoudiens qui estiment que la modernisation de la société porte atteinte à leur conception de l'islam. Ce sont des élèves du grand Moufti, de Ibn Baz. Bon. Troisième chose, décembre, enfin plutôt, il faudrait fallu aussi parler de septembre, c'est les accords de Camp David. Donc tout à coup, une grande nation qui est l'Égypte signe un accord de paix avec Israël. Et puis décembre, l'invasion soviétique en Afghanistan. Donc l'invasion soviétique en Afghanistan va permettre d'amener tous ces jeunes gens turbulents, si vous voulez, vers la guerre, vers le djihad défensif contre l'offensive. Donc cette date est évidemment extrêmement importante. Et puis après, la dernière étape, c'est 91. Parce que là, à ce moment-là, 91, si vous voulez, pour sauver le royaume, la dynastie des Saouds préfère appeler les Américains plutôt que d'accepter l'offre de Ben Laden, vous vous souvenez? Les anciens d'Afghanistan. Et donc, on a là un processus politique qui est classique, si vous voulez, dans l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le régime, pour sauver sa tête, en appelle aux mécréants, il doit demander une légitimité religieuse aux oulémas saoudiens, qui effectivement trouvent une bonne légitimation, parce qu'ils sont aussi habiles que les jésuites pour trouver des bonnes explications. Et puis, en échange, ils obtiennent plus de pouvoir. D'accord. Et donc radicalisation de la société. Radicalisation, effectivement, qui va alimenter ce courant interne à l'islam du salafisme, dont la dimension anti-chiite, si vous voulez, est particulièrement marquée. D'accord. Alors j'ai quand même envie de vous demander, mais qu'est-ce que des jeunes Français ont à voir là-dedans? Ah oui, c'est une bonne question. Justement, on revient, si vous voulez, à ce qu'on disait. Bien plus tard, en plus. Ah oui, en plus. Si vous voulez, on revient un peu à ce qu'on se disait tout à l'heure. Il y a une espèce d'idéologie révolutionnaire qui a pris la place de l'idéologie d'extrême gauche, qui évidemment, après 91, après les différents échecs de l'action directe, de la fraction armée rouge, etc., si vous voulez, disparaît, perd son crédit politique. Et l'idéologie alternative, il faut bien le prendre comme ça, c'est effectivement ce salafisme djihadiste qui a trouvé sa réalisation en Syrie, en Irak aujourd'hui. D'accord. Parce qu'il y a un écrivain, un analyste franco-américain qui s'appelle Scott Atran, qui a écrit un livre très intéressant qui dit « Daesh est une révolution ». Parce qu'il dit on y retrouve toutes les caractéristiques d'une révolution. L'offre d'une société nouvelle, non corrompue, égalitaire, etc. Une terre du salut où on peut faire l'hijra. Et puis évidemment une violence purificatrice, parce que pour construire cette société nouvelle, il faut éradiquer, si vous voulez, toutes les germes de l'ancienne société. D'où cette violence, si vous voulez, qu'on retrouve avec Robespierre dans la Révolution française, avec la Révolution russe, si vous voulez. Le processus révolutionnaire, c'est toujours un processus de purification violente. Et donc, il dit, c'est étonnant de voir combien cette idéologie a pris la place de toutes les idéologies contestataires. Alors, ça ne répond que partiellement à votre question. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a fait cette analyse théorique, encore faut-il se convaincre que c'est la solution. Alors,
Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, bon, même si on a un tout petit peu de recul, encore une fois, de ces structures qui ont été mises en place, structures qui ont pour but de déradicaliser, c'est un terme qui est devenu assez à la mode, sur lequel beaucoup reviennent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut quand même juger aujourd'hui des résultats? Non, il est un peu tôt. D'abord parce que, si vous voulez, janvier 2015, on se trouve face aux attentats. Bon, on se trouve face aux attentats, encore une fois, avec cet effet recul qu'on avait, c'est-à-dire qu'on ne s'était pas occupé de la question avant, donc tout à coup, il faut s'en occuper. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de politique d'urgence. On va demander à une structure dont ce n'est pas la vocation de s'en occuper. C'est le comité interministériel de prévention de la délinquance, qui fonctionnait pour prémunir contre la délinquance, à qui on va demander de s'occuper de la radicalisation, c'est-à-dire de faire de la radicalisation une délinquance. Bon. Donc l'homme qui s'en occupe essaye de faire face à la pression politique, puisqu'il dit il faut vite trouver des solutions, il faut vite... donc il va distribuer de l'argent à des structures qui déjà s'occupaient de la chose, comme celle de Dounia Boussard, etc. Mais en même temps, beaucoup de ces associations se présentent en disant « mais moi je m'occupe de jeunes en déshérence, je sais faire de la radicalisation ». Donc il y a beaucoup d'argent qui a été distribué, avec des résultats qui sont finalement très 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 difficiles à évaluer, parce qu'encore une fois, c'est un problème qu'on a négligé pendant des années, on ne va pas tout à coup trouver une solution. Ce qui est aujourd'hui la caractéristique, c'est que, si vous voulez, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si vous prenez le phénomène comme un phénomène sociologique, c'est-à-dire si vous dites qu'il faut s'occuper tout à la fois des convertis, des femmes, des jeunes en déshérence, etc., il faut qu'on vous ayez une analyse politique en vous disant avec ce type de posture, on ne va pas faire de la prison, avec celui-là, on ne va pas faire de ci, etc. Bon, aujourd'hui, on a plutôt une somme, si vous voulez, d'actions qui sont des actions d'urgence. Prenez le cas des aumôniers en prison. Le problème, il aurait pu très bien être réglé auparavant. Oui. Bon, la formation des imams... J'ai envie de vous demander pourquoi il n'a pas été réglé. Il n'a pas été réglé parce que, si vous voulez, on s'est replié derrière, encore une fois, une conception de la loi de 1905 disant c'est à chaque religion de prendre en charge le frais de ses aumôniers. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais enfin, c'est pas grave. Et donc, on était dans cette situation ridicule où on savait qu'il y a des processus de radicalisation, surtout à cause de la surpopulation carcérale en prison. Et au lieu de trouver rapidement des solutions pour créer des aumôniers musulmans, pour répondre à des besoins de tous ces jeunes gens, on laissait, si vous voulez, des retraités qui étaient parfois des types avec des très pauvres retraites, de prendre du temps, si vous voulez, et souvent ça leur coûtait de l'argent pour venir en prison. Bon. Donc il est hors de question de faire un service personnalisé parce que les pauvres types, ils venaient quand ils pouvaient, quoi. Donc là, c'est une chose qu'on a aujourd'hui résolue avec la création de la fondation, le rétablissement de la Fondation pour l'Islam de France, c'est-à-dire qu'on a créé une fondation d'utilité publique qui va disposer d'argent pour éventuellement financer des choses qui sont comme la formation des imams et autres. Donc c'était une espèce de problème qu'on aurait pu facilement résoudre auparavant, puisque tout le monde disait la prison est un lieu de radicalisation. Mais exemple de ce que je vous disais aussi, d'absence de visibilité politique, c'est quand vous discutiez avec des juges antiterroristes, ils vous disaient mais 80% des jeunes gens qui partent en Syrie n'ont connu ni la mosquée ni la prison. Donc 80%. Oui, donc vous aviez quelque chose qui était un phénomène qu'on n'avait pas regardé parce que finalement nos indicateurs étaient faux. On se disait il faut trouver les mosquées salafistes et il faut les sortir de prison. En fait, on avait des trajectoires de gens qui partaient directement sans avoir ces indicateurs. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, Pierre, c'est que finalement on a des gens qui ne savent pas lire la société. Parce que se tromper de 10%, c'est une chose. Se tromper sur un chiffre qui est de 80%, c'en est une autre. Oui, mais si vous voulez, encore une fois, l'agenda politique est un agenda qui fonctionne sur le court terme. Un homme politique, son long terme, c'est d'être élu. J'accepterai mon analyse du long terme. Bon. Noriega disait la première question que se pose quelqu'un qui arrive au pouvoir, c'est comment y rester. Ben oui, bien sûr. Et donc, quand il est dictateur, ça va, il a moins d'inquiétude, mais quand vous êtes dans une démocratie, vous avez des échéances électorales qui arrivent. Et donc, à chaque fois, l'échéance électorale pervertit le discours. Parce que si vous vous dites mon opinion publique pense que, etc., vous adaptez votre discours à ça.